Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre Raison et sensibilité, ou les deux manières d'aimer, tome 1. Par Jane Austen. Chapitre 1. La famille des Dashwood était depuis longtemps établie dans le comté de Sussex. Leur domaine était étendu, et leur résidence habituelle était à Norland Park, au centre de leur propriété, où plusieurs générations avaient vécu avec honneur, aimés et respectés de leurs vassaux et de leurs voisins. Le dernier possesseur de ces biens était un vieux célibataire qui pendant longtemps avait vécu avec une sœur chargée de diriger l'économie de sa maison, en même temps qu'elle était sa fidèle compagne. Elle mourut 10 ans avant lui, et pour réparer cette perte, il invita un neveu, qui devait hériter de ses terres, à venir vivre auprès de lui avec toute sa famille. Ce neveu, Monsieur Henry Dashwood, était marié, et il avait des enfants. Le bon vieillard trouva dans leur société un bonheur qui lui était inconnu, et son attachement pour eux tous s'augmenta chaque jour. Monsieur et Madame Henry Dashwood soignèrent sa vieillesse bien moins par intérêt que par bonté de cœur, et la gaieté des enfants, et leurs douces caresses, animèrent le soir de sa vie et la prolongèrent. Monsieur Henry Dashwood avait un fils d'un premier mariage, et 3 filles de sa seconde femme. Son fils John était en possession d'une belle fortune provenant de sa mère, qui avait été très riche. Économe par caractère, il ne fit aucune folle dépense, et se maria de bonne heure à Miss Fanny Ferrars, jeune personne riche aussi, qui ajouta encore à sa fortune. La succession de la terre de Norland ne lui était donc pas aussi nécessaire qu'à ses 3 sœurs, qui n'avaient pas les mêmes espérances. Leur mère n'avait rien du tout à leur laisser, et leur père ne pouvait disposer que de 7000 livres sterling. Tout le reste de sa fortune devait revenir après lui à son fils, attendu qu'il n'avait eu pendant sa vie que la jouissance de la moitié du bien de sa première femme. Le vieux oncle mourut, son testament fut ouvert, et comme il arrive presque toujours, il fit beaucoup de mécontence. Monsieur Henry Dashwood devait naturellement s'attendre à être le seul héritier, et l'était en effet, mais de manière à détruire pour lui la valeur de cet héritage, auquel il n'attachait de prix que pour faire un sort à sa femme et à ses 3 filles, son fils étant déjà si avantageusement pourvu du côté de la fortune. Mais à sa grande surprise, son oncle, qui paraissait aussi les aimer tendrement, avait cependant substitué tous ses biens à ce fils et à son enfant âgé de 3 ou 4 ans, tellement que Monsieur Henry Dashwood n'avait plus le pouvoir d'en aliéner la moindre partie pour faire un sort à sa femme et à ses filles. Pendant les dernières années de la vie du vieillard, Monsieur John Dashwood et sa femme avaient eu soin de lui faire beaucoup de visites, et d'amener avec eux leur petit garçon, qui caressait le vieux oncle, l'appelait bon grand-papa, jouait autour de lui, l'amusait de son petit babil, et même de ses sottises enfantines, et qui finit par lui faire oublier toutes les attentions que ses nièces lui avaient prodiguées pendant des années. Il leur laissait cependant à chacune 1000 pièces, comme une marque d'amitié, mais c'était tout ce qu'elles avaient à prétendre de son héritage. Monsieur Henry Dashwood fut d'abord consterné de ces dispositions. Il se consola cependant, en pensant que quoiqu'il fût déjà grand-père, il pouvait raisonnablement espérer de vivre encore bien des années, et de faire d'assez fortes économies sur ses grands revenus, pour laisser après lui une somme considérable. Mais sur quoi peut compter l'homme mortel, Monsieur Dashwood ne survécut que quelques mois à son oncle, et de cette fortune si longtemps attendue, il ne resta à sa femme et à ses 3 filles que 10 000 pièces, y compris le legs des 3000. Aussitôt que Monsieur Henry Dashwood se sentit en danger, il fit venir son fils, et lui recommanda sa belle-mère et ses 3 sœurs, avec toute la force de la tendresse paternelle. Monsieur John Dashwood n'avait pas la sensibilité de son père et de toute sa famille. Cependant, ému par la solennité du moment, et par les tendres supplications du meilleur des pères, il lui promit de faire tout ce qui dépendrait de lui, pour le bonheur des êtres si chers à son cœur.
Les derniers instants du mourant furent adoucis par cette assurance. Il expira doucement dans les bras de sa femme et de ses filles, au désespoir de sa perte, et son fils, assis à quelques pas plus loin, réfléchissait à sa promesse, et à ce qu'il pouvait et devait faire pour la remplir. Dans le fond, il était alors très bien disposé pour cela. Quoiqu'il fût naturellement froid et très égoïste, il jouissait cependant d'une bonne réputation. Il était respecté comme un jeune homme qui avait des mœurs, qui s'était toujours conduit avec sagesse et prudence, et qui remplissait exactement les devoirs de fils, de père, de mari, et ceux de société. S'il avait eu une compagne plus aimable, il aurait joui de plus d'estime encore, et l'aurait mieux mérité. Il s'était marié fort jeune, et passionnément amoureux de sa femme. Elle avait pris sur lui beaucoup d'empire. Un esprit très étroit, des nerfs très irritables, un cœur qui n'aimait qu'elle-même et son enfant, parce qu'il était à elle et qu'il lui ressemblait. Voilà en 2 mots, le portrait de Madame John Dashwood. Allons, dit Monsieur John Dashwood en lui-même à la suite de ses réflexions, il faut tenir ce que j'ai promis à mon père mourant, il faut faire à mes sœurs un présent, qui les dédommage de leur perte, et qui augmente leur bien-être. Si je leur donnais 1000 pièces à chacune, il me semble que ce serait fort honnête, et je ne puis pas faire moins. Ma fortune s'augmente à présent par la mort de mon père de 4000 livres sterling par année, des biens de mon vieux oncle, sans parler de la moitié du bien de ma mère dont mon père jouissait. Tout cela, ajouté à mes revenus actuels, me met en état d'être généreux avec mes sœurs. Oui, je leur donnerai 3000 guinées, et je crois que c'est assez beau, et qu'on parlera dans le monde de ma libéralité. 3000 pièces, ajoutées aux 3000 qu'elles ont eues de leur bon oncle, et aux 7000 dont leur mère jouit, les mettront complètement à leur aise. 4 femmes ne peuvent pas dépenser beaucoup, et 3000 pièces c'est une belle somme, elles pourront faire des épargnes considérables. Allons, j'en suis bien aise, je l'ai promis à mon père mourant, et j'y suis résolu. Il pensa de même tout le jour, et même plusieurs jours consécutivement, sans qu'il s'en repentît. Il ne leur en parla pas encore dans le premier moment de leur douleur, mais il en prit l'engagement avec lui-même. Les funérailles ne furent pas plus tôt achevées, que Madame John Dashwood, sans en avertir sa belle-mère, arriva à Norland Park, avec son fils et tous leurs domestiques. Personne ne pouvait lui disputer le droit d'y venir, puisque du moment du décès de leur père, cette terre leur appartenait, mais le peu de délicatesse de ce procédé aurait été senti même par une femme ordinaire, et Madame Dashwood, la mère, avec une sensibilité romanesque, un sens parfait des convenances, ne pouvait qu'être très blessée de cette négligence. Madame John Dashwood n'avait jamais cherché à se faire aimer de la famille de son mari, à l'exception cependant du vieux oncle. Mais jusqu'alors ne vivant pas avec eux, elle avait eu peu d'occasion de leur prouver combien ils devaient peu compter sur des attentions consolantes de sa part. Madame Dashwood fut si aigrie de cette conduite peu amicale, et désirait si vivement de le faire sentir à sa belle-fille, qu'à l'arrivée de cette dernière, elle aurait quitté pour toujours la maison, si sa fille aînée ne lui avait fait observer qu'il ne fallait pas se brouiller avec leur frère. Elle céda à ses prières, à ses représentations, et pour l'amour de ses 3 filles, consentit à rester pour le moment à Norland Park. Elinor, sa fille aînée, dont les avis étaient presque toujours suivis, possédait une force d'esprit, une raison éclairée, un jugement prompt et sûr, qui la rendait très capable d'être à 19 ans le conseil de sa mère, et lui assurait le droit de contredire quelquefois, pour leur avantage à toutes, une vivacité d'esprit et d'imagination, qui chez Madame Dashwood ressemblait souvent à l'imprudence. Mais Elinor n'abusait pas de cet empire. Elle avait un cœur excellent, elle était douce, affectionnée, ses sentiments étaient très vifs, mais elle savait les gouverner. C'est une science bien utile aux femmes, que sa mère n'avait jamais apprise, et qu'une de ses sœurs, celle qui la suivait immédiatement, avait résolu de ne jamais pratiquer. Pour l'intelligence, l'esprit et les talents, Maria ne le cédait en rien à Elinor,
mais sa sensibilité toujours en mouvement, n'était jamais réprimée par la raison. Elle s'abandonnait sans mesure et sans retenue à toutes ses impressions. Ses chagrins, ses joies étaient toujours extrêmes. Elle était d'ailleurs aimable, généreuse, intéressante sous tous les rapports, et même par la chaleur de son cœur. Elle avait toutes les vertus, excepté la prudence. Sa ressemblance avec sa mère était frappante, aussi était-elle sa favorite décidée. Elinor voyait avec peine l'excès de la sensibilité de sa sœur, tandis que leur mère en était enchantée, et l'excitait au lieu de la réprimer. Elles s'encouragèrent l'une l'autre dans leur affliction, la renouvelaient volontairement, et sans cesse, par toutes les réflexions qui pouvaient l'augmenter, et n'admettaient aucune espèce de consolation, pas même dans l'avenir. Elinor était tout aussi profondément affligée, mais elle s'efforçait de surmonter sa douleur, et d'être utile à tout ce qui l'entourait. Elle prit sur elle de mettre chaque chose en règle avec son frère, pour recevoir sa belle-sœur à son arrivée, et lui aider dans son établissement. Par cette sage conduite, elle parvint à relever un peu l'esprit abattu de sa mère, et à lui donner au moins le désir de l'imiter. Sa sœur cadette, la jeune Emma, n'était encore qu'une enfant, mais à 12 ans, elle promettait déjà d'être dans quelques années aussi belle et aussi aimable que ses sœurs. Fin du chapitre. Chapitre 2. Madame John Dashwood fut donc installée par elle-même dame et maîtresse de Norland Park, et sa belle-mère et ses belles-sœurs réduites à n'y paraître plus que comme étrangères, et presque par Grace. Elles étaient traitées par Madame Dashwood avec une froide civilité, et par leur frère avec autant de tendresse qu'il pouvait en témoigner à d'autres, qu'à lui-même, à sa femme et à son enfant. Il les pressa, et même avec assez de vivacité, de regarder Norland comme leur demeure. Madame Dashwood, n'ayant encore aucun autre endroit où elle pût se fixer, accepta son invitation, jusqu'à ce qu'elle eût trouvé une maison à louer dans le voisinage. Rester dans un lieu où tout lui retraçait et son bonheur passé, et la perte qu'elle avait faite, était exactement ce qui lui plaisait, et lui convenait le mieux. Dans le temps du plaisir, personne n'avait plus de cette franche gaieté, de cet enjouement qui rejette toute sensation pénible, personne ne possédait à un plus haut degré cette confiance dans le bonheur, cet espoir dans sa durée, qui est déjà le bonheur lui-même, mais dans le chagrin, elle repoussait de même toute idée de consolation, et s'y livrait en entier avec une sorte de volupté. Monsieur John Dashwood fit part à sa femme de son projet de faire présent à chacune de ses sœurs de 1000 guinées, et comme on peut le penser, elle fut loin de l'approuver. 3000 pièces ôtées de la fortune de son cher petit garçon n'était pas une bagatelle. Elle regardait comme inconcevable que le tendre père d'un enfant aussi charmant pût seulement en avoir la pensée. Elle le supplia d'y réfléchir encore. Ne était-ce pas faire un tort irréparable à son fils unique? Sa conscience lui permettait-elle de le priver d'une telle somme? Et quel droit avait Mesdemoiselles Dashwood, qui n'étaient que ses demi-sœurs, ce qu'elle regardait à peine comme une parenté, sur cet excès de générosité? Il était reçu dans le monde qu'aucune affection ne pouvait être supposée entre des enfants de deux lits différents. Leur père avait déjà fait grand tort à son fils en se remariant et en ayant 3 filles, auxquelles il avait injustement donné tout ce dont il pouvait disposer, et vous voulez, dit-elle, encore ruiner votre pauvre petit Henri, en donnant à vos demi-sœurs tout son argent. Tout cela fut dit avec ce ton de conviction et de tendresse maternelle, qui ne manquait jamais son effet sur le faible John. Cette fois cependant il ne céda pas d'abord. C'était, lui disait-il, la dernière requête de mon père expirant, que je prendrais soin de sa veuve et de ses filles. Il ne savait pas lui-même ce qu'il disait, j'en suis bien sûr, répliqua Madame Dashwood. Tous les gens à l'agonie disent de même, ils recommandent les survivants les uns aux autres, leur tête n'y est plus. Ce n'est que leur cœur qui leur parle encore pour ceux qu'ils ont aimés, et qu'ils sont près de quitter. Si ces idées avaient été bien nettes, et qu'il n'eût pas rêvé à demi,
Il n'aurait jamais imaginé de vous faire une demande aussi ridicule que celle d'ôter à votre enfant la moitié de sa fortune. Mon père, ma chère Fanny, n'a stipulé aucune somme. Il me demanda seulement de rendre la situation de sa femme et de ses filles aussi comfortable qu'il était en mon pouvoir. Peut-être aurait-il mieux fait de s'en rapporter tout à fait à moi. Il ne pouvait pas supposer que je les négligerais. Mais enfin, il a exigé de moi cette promesse, je l'ai faite, et je veux la remplir. Je dois faire quelque chose pour mes sœurs avant qu'elles quittent Norland pour s'établir ailleurs. Eh bien, à la bonne heure. Quelque chose, mais il n'est pas nécessaire que ce quelque chose soit 3000 pièces. Passe encore si vos sœurs étaient âgées, et que cet argent pût revenir une fois à votre fils, mais considérez qu'une fois donné, vous ne le retrouverez plus. Vos sœurs sont jeunes et jolies, si vous les dotez de cette manière, elles se marieront bientôt, et vos 3000 guinées seront perdues pour toujours. Des familles étrangères en jouiront, les dissiperont, et notre cher petit Henri en sera privé. Je vous demande s'il y a là l'ombre de la justice. Vous avez raison, Fanny, dit gravement John Dashwood, parfaitement raison. C'est peu de choses à présent relativement à ma fortune, mais le temps peut venir que notre cher fils regrettera beaucoup cette somme, si par exemple il avait une nombreuse famille. Mais sans doute, et je parie qu'il aura beaucoup d'enfants, ce cher petit. Peut-être bien. Ainsi, cher ami, il vaudrait mieux en effet diminuer la somme de moitié. Qu'en dites-vous ? 500 pièces à chacune, ce serait encore une prodigieuse augmentation à leur fortune. Prodigieuse, immense, incroyable. Quel frère dans le monde ferait cela pour ses sœurs, même pour des sœurs réelles ? Et des demi-sœurs. Mais vous avez toujours été trop généreux, mon cher John. Il vaut mieux dans de telles occasions faire trop que trop peu, dit John en se rengorgeant. Personne au moins ne dira que je n'ai pas fait assez. Elles-mêmes ne s'attendent sûrement pas que je leur donne autant. Elles n'ont rien du tout à attendre, reprit aigrement Fanny. Ainsi, il n'est pas question de leurs espérances, mais de ce que vous pouvez leur donner, et je trouve... Certainement je trouve aussi que 500 pièces sont bien suffisantes, interrompit John, sans que j'y ajoute rien. Elles auront chacune à la mort de leur mère 3333 pièces, fortune très considérable pour toute jeune femme. Oui, vraiment 3333. Je n'avais pas fait ce calcul, et c'est vraiment immense, 3333 pièces. C'est énorme. Et même quelque chose de plus, dit John en calculant sur ses doigts. 10 000 pièces, divisées en 3. Oui, c'est bien cela. 3333 et quelque chose en sus. Alors mon cher, je ne conçois pas, je vous l'avoue, que vous vous croyiez obligé d'y ajouter la moindre chose. 10 000 pièces à partager entre elles, c'est plus que suffisant. Si elles se marient, c'est une très belle dot, et elles épouseront sûrement des hommes riches. Si elles ne se marient pas, elles vivront très confortablement ensemble avec 10 000 livres. Cela est vrai, très vrai, dit John en se promenant avec l'air de réfléchir. Ainsi dites-moi, ma chère, s'il ne vaudrait pas mieux faire quelque chose pour la mère, pendant qu'elle vit, une rente annuelle ? Mes sœurs en profiteront autant que si c'était à elles. 100 pièces par année par exemple, il me semble que pour une vieille femme qui vit dans la retraite, c'est bien honnête. Qu'en pensez-vous, Fanny ? Il est sûr, dit-elle, que cela vaut beaucoup mieux que de se séparer de 1500 livres tout à la fois. Mais je réfléchis que si Madame Dashwood allait vivre 20 ans, alors nous serions en perte. 20 ans, chère Fanny, vous plaisantez ? Elle ne vivra pas la moitié de ce temps-là, elle est trop sensible, trop nerveuse. J'en conviens, mais n'avez-vous pas observé que rien ne prolonge la vie comme une rente viagère ? C'est une affaire très sérieuse que de s'engager à payer une rente annuelle. Vous ne savez pas quel ennui vous allez vous donner, et comme on est malheureux, quand le moment de l'échéance arrive. C'est précisément alors qu'on aurait une dépense indispensable à faire pour soi-même, et que cet argent qui se trouve là ferait plaisir, et il faut le donner à d'autres.
C'est vraiment insupportable. Ma mère devait payer de petites rentes à 3 vieux domestiques par le testament de mon père. J'ai souvent été témoin du chagrin, de l'ennui que cela lui donnait. Ses revenus n'étaient plus à elle, disait-elle. Et ces bonnes gens qui n'avaient garde de mourir. Elle en était tout à fait impatientée. Aussi j'ai pris une telle horreur des rentes viagères, que pour rien dans le monde je ne voudrais m'engager à en payer, quelque petite qu'elle fût. Pensez-y bien, mon cher. Il est sûr qu'il n'est pas du tout agréable que quelqu'un ait des droits sur notre revenu, être obligé à un paiement régulier, tel mois, tel jour, cela blesse l'indépendance. Ajoutez, mon cher, qu'après tout, on ne vous en sait aucun gré. Cette rente est assurée, vous ne faites en la donnant que ce que vous devez, et on n'en a nulle reconnaissance. Si j'étais de vous, je voudrais n'être lié par rien et pouvoir donner ce qu'il me plairait, et quand il me plairait. Vous serez charmé peut-être de pouvoir mettre de côté 100 ou 50 pièces pour quelques dépenses de fantaisie que vous ne pouvez prévoir. Je crois que vous parlez très sensément, ma chère Fanny, et je suivrai vos bons conseils. Ce sera beaucoup mieux en effet que de leur donner une rente fixe. Ayant un revenu plus considérable, elles augmenteraient leur train, leurs dépenses, et au bout de l'année, elles n'en seraient pas plus riches. Oui, cela sera beaucoup mieux. Un petit présent de 20, de 30 pièces de temps en temps, préviendra tout embarras d'argent, et j'aurai rempli la promesse que j'ai faite à mon père. Parfaitement bien, et je vous le répète, mon cher, je suis convaincu qu'il n'a jamais eu dans la pensée que vous dussiez leur donner de l'argent. L'assistance, les secours qu'il demandait pour elle, étaient seulement ce qu'on peut attendre d'un bon frère. Comme par exemple de leur aider à trouver une petite maison jolie et commode, de leur prêter vos chevaux pour transporter leurs effets, de leur envoyer quelquefois du poisson, du gibier, des fruits dans leur saison. Je parie ma vie que c'est là seulement ce qu'il entendait, et il ne pouvait vouloir autre chose. Pensez comme votre belle-mère sera bien avec l'intérêt de 7000 pièces, et vos sœurs avec celui de 3000. Elles auront par an 500 pièces de revenus, et qu'ont-elles besoin d'en avoir davantage? Elles ne dépenseront pas cela. Leur ménage sera si peu de choses. Elles n'auront ni carrosse, ni chevaux, tout au plus une fille pour les servir. Elles ne recevront point de compagnie, et n'auront presque aucune dépense à faire. Ainsi vous voyez qu'elles seront à merveille, et qu'il ne leur manquera rien. 500 pièces par an, je ne peux imaginer à quoi elles en emploieront la moitié, et leur donner quelque chose de plus serait tout à fait absurde. Vous verrez que ce sont elles plutôt qui pourront vous donner quelque chose, et faire souvent quelques jolis présents à leurs petits-neveux. Sur ma parole, dit M. John Dashwood en se frottant les mains, vous avez parfaitement raison. Mon père ne prétendait rien de plus, je le comprends à présent, et je veux strictement remplir mes engagements par toutes les preuves de tendresse et de bonté fraternelle que vous m'indiquez, car votre cœur est excellent, chère Fanny, et je vous rends bien justice. Il est charmant à vous d'être aussi bonne, pour mes sœurs et ma belle-mère. Quand elles iront s'établir ailleurs, je leur rendrai, et vous aussi, tous les petits services qui pourront leur être utiles, quelques présences de meubles par exemple, de porcelaine. Enfin, je puis m'en rapporter à vous. Oh! Bien certainement tout ce qui pourra leur convenir. Mais cependant, réfléchissez à une chose. Quand votre vieux oncle fit venir ici votre père et votre belle-mère, il les établit chez lui. Et tout le mobilier de Stanhill, la porcelaine, la vaisselle, le linge, tout fut soigneusement enfermé, et votre père, comme vous le savez, a légué ces objets à sa femme. Leur maison sera donc meublée et garnie au-delà de ce qu'elle pourra contenir. Ainsi, elles n'auront besoin de rien. De rien du tout, je n'y pensais pas. C'est un très beau legs qu'elles ont eu là, en vérité, et la vaisselle par exemple, nous aurait bien fort convenu pour augmenter la nôtre, à présent que nous aurons souvent du monde à demeure.
Et le beau déjeuner de porcelaine de la Chine, combien je le regrette. Il est beaucoup plus beau que celui qui est ici, et suivant mon opinion, 10 fois trop beau et trop grand pour leur situation actuelle. Votre père n'a pensé qu'à elle. Je trouve, mon cher, que vous pourriez fort bien le leur faire sentir avec délicatesse, et les engager à nous laisser tant de choses qui vont leur devenir inutiles, et qui nous conviendraient bien mieux. Mais certainement vous ne devez pas avoir beaucoup de reconnaissance pour la mémoire d'un père, qui, s'il avait pu, leur aurait laissé tout au monde et rien à vous, et vous leur donneriez encore quelque chose. Ce serait à mon avis une duperie et une faiblesse, dont je vous connais incapable. L'extrême bonté de votre cœur peut quelquefois vous entraîner trop loin, mais la fermeté de votre caractère et la force de votre jugement vous ramènent bientôt dans le droit chemin. Cet argument était irrésistible. Ce que John Dashwood craignait le plus, c'était de passer pour un homme faible et dupé. Et sans qu'il s'en doutât, il ne faisait et ne pensait que ce que voulait Madame John Dashwood. Il finit donc par déclarer que non seulement il serait inutile, mais injuste et ridicule. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.